Bonjour à toi, cher spectateur, qui aime les films qui prennent des risques, qui aime les films qui, au sein du cinéma français, tentent des choses, parfois peut-être maladroitement, mais en tout cas sont un petit peu différents. Et parlons d'une adaptation qui était chère au cœur d'un certain Gilles Lellouche, l'adaptation d'un roman qui s'appelait L'Amour Ouf, qui avait un autre titre à la base, mais qui du coup a été renommé L'Amour Ouf depuis quelques temps, qui raconte l'histoire dans les années 80 dans le nord de la France d'un certain Clotaire qui vit dans une petite famille où il n'a pas l'air de forcément réussir à trouver sa place, mais dans laquelle il va grandir et il va rapidement se trouver une petite place dans la société. Et en face de lui, il y a Jackie, alias Jacqueline, oui, c'est ça, que je dis pas de bêtises. Qui, elle, par contre, a une vie qui semble être beaucoup plus simple qu'avec son père. Et les deux vont un jour se rencontrer, alors que elle va à l'école et que lui zone devant son lycée. Et c'est le coup de foudre. Je vois pas vraiment comment mieux le définir. Pas tout de suite, quand même. Il vient quasiment... Il y a quand même un truc dans le regard, il y a un truc dans l'œil, il y a Surtout de lui. une petite pépite, surtout de lui. une petite pépite qui scintille. Et à partir de là, c'est le début de l'histoire dont on va parler ensuite. Et pour en parler avec moi, eh ben, on aime les paris audacieux, mon cher Colin. Un invité de ouf. Oui. Voilà, il fallait le caler quelque Ça va être part. que des jeux de mots comme ça. Voilà, voilà, c'est le début. C'est le début. Comment vas-tu? Ça va bien. Il est quoi? Il est 14h. Oui, c'est ça. Je me suis couché à 2h30, je me suis levé à 10h pour voir un film de 2h40. Il est courageux. Dans une forme incroyable. Olympique. Il est courageux. C'est pas pire. La dernière fois, j'étais dans un état encore pire que ça. Donc là, ça va. C'est vrai, je me rappelle. Oui. Non, bah, honnêtement, le film, ça fait au moins 8 ans que Gilles Lellouche l'a en tête. Depuis que le bouquin de Neville Thompson est sorti. Mais... À l'époque où il n'avait même pas le titre L'Amour Ouf, mais où il avait un autre titre. Donc je sais plus le titre, mais c'était en rapport avec Jonzer, le personnage central. Il me semble qu'il l'avait en tête avant même de faire Le Grand Bain. Oui, tout à fait. Ça que... Le Grand Bain, c'est il y a moins de 8 ans. Ouais. Il y a beaucoup moins de 8 ans. Donc c'est un projet qui est cher au cœur de Gilles Lellouche, et il faut dire aussi, et c'est bon de le placer, pour ceux qui voient un petit peu les visas d'exploit, le visa d'exploitation du film est 115 000, c'est un visa qui date d'il y a très longtemps, puisqu'aujourd'hui on est à des visas qui sont sur 160 000 pour l'exploitation des films, donc ça fait très longtemps que Hugo Séignac et Alain Attal ont du coup par le biais de Gilles Lellouche bloqué les droits d'adaptation du bouquin. C'est un film qui semblait très ambitieux, c'est un film dont on entend parler depuis les prémices en fait du Grand Bain, c'est-à-dire qu'au moment où la bande-annonce du Grand Bain est sortie, il y avait déjà une fiche Allociné qui était créée avec une pré-affiche de L'Amour Ouf, et c'était annoncé que Gilles Lellouche voulait faire un thriller, polar, comique, dramatique, musical. À l'époque, c'était un peu tout et n'importe quoi, et je pense que ça a été un peu trop survendu comme tel. L'affiche, ça fait très longtemps qu'elle traîne. Ça fait très longtemps qu'elle traîne sur Allociné, c'est impressionnant, mais ouais, je crois que ça date d'avant le Grand Bain, enfin, ça faisait très longtemps qu'elle était là. Ils ont dû vendre les droits d'exploitation du film au marché du film très vite, je pense. Je pense très vite. L'affiche est ouf. Hein. Oui, complètement. On n'a pas. Qu'on n'a pas. Et suite à cela, le film fait son bout de chemin, il y a une première bande-annonce qui sort, il y a l'exploitation à Cannes qui est assez surprenante en compétition, qui a pas forcément fait beaucoup de vagues à l'époque parce que je pense qu'il y avait une vraie bataille au niveau de la compétition cette année-là, et que du coup, on s'est pas forcément attardé sur lui. Sans ça, le film a laissé un peu mitigé. C'est ça, en plus à Cannes, il y a eu une espèce de mi-figue, mi-raisin, il y en avait certains qui disaient c'est vachement bien, d'autres qui disaient... pas ouf, justement. Et donc le film sort quand même en salle avec une grosse hype de la part de beaucoup de gens, puisqu'il est quand même vendu comme l'un des gros films français de l'année. C'est évident qu'il en a l'air, mais c'est là que je me tourne vers toi, mon cher Colin, et que je te demande, est-ce que c'est vraiment le cas? Et moi j'ai trouvé ça vachement bien. Vraiment très bonne surprise, je pense, à finir dans ma liste de fin d'année, parce que c'est pas parfait, mais ses défauts sont appréciables. Je vais dire ça comme ça. C'est un film qui est d'une sincérité pas possible, qui a vraiment une envie de cinéma assez ouf. Et qui du coup, même dans... Enfin, en fait, les principaux défauts du film, ça va être des excès. Mais du coup, ces excès, ils sont appréciables parce que c'est pas des excès en mode le film se perd dans ce qu'il essaye de faire, c'est juste que ce qu'il veut faire, il y va à donf, quitte à ce que ce soit un peu... trop. Et ça, moi, j'ai pas le cœur de le reprocher au film, en fait. J'ai pas envie de reprocher un film d'avoir trop envie de bien faire. Et du coup, je suis vraiment entré dedans. J'ai pas vu les 2h40 passer. Ça, je pense, c'est la plus grosse qualité. Et ouais, L'Amour Ouf, c'est peut-être pas ouf, mais c'est vachement bien, je trouve. Et c'est déjà pas mal. C'est plus que pas mal.
Je vais te suivre parce que j'ai trouvé que c'était très très bien. Vraiment très très bien. C'est un film qui est porté par une ambiance et un œil de cinéma qui, je trouve, est assez atypique finalement au sein du cinéma français. On voit très peu de réalisateurs et d'acteurs avoir l'audace de proposer quelque chose d'aussi différent. Si avant la sortie du Grand Bain, tu m'aurais dit qu'en 2 films, Gilles Lelouch allait être une voix très singulière du cinéma français, je t'aurais traité de menteur. Et ben moi je me serais carrément mis une baffe, Mm. honnêtement, parce que je n'aurais jamais pensé ça de la part de Gilles Lelouch. Mais c'est plaisant de voir qu'on peut être complètement contrecarré dans les idées qu'on peut avoir préconçues sur un personnage, parce que Gilles Lelouch est quand même reconnu pour être un sacré personnage, en positif comme en négatif aussi, en dehors de la scène, mais indéniablement c'est un excellent réalisateur qui sait exactement dans quelle direction emmener son film, qui, on le sent, avait envie d'adapter, et alors je dis bien d'adapter à sa sauce l'œuvre de Neville Thompson, parce qu'on en parlera très rapidement, mais pour moi, c'est une adaptation très libre, et c'est un choix, et ça n'est jamais un défaut. C'est une envie de la part d'un cinéaste d'explorer des thématiques qui lui sont plus chères, qui lui sont plus personnelles, et ça donne lieu à un film qui, déjà visuellement, est ahurissant d'idées, mais ça, plein de gens l'ont déjà dit, mais c'est important de le rappeler, c'est impressionnant à quel point Gilles Lelouch veut constamment se renouveler et tenter des choses, proposer au spectateur une vraie expérience qui soit extrêmement référencé, mais également juste original aussi dans sa manière d'être conçu. Et c'est ça que j'aime en fait dans ce film. Je trouve que L'Amour Ouf est un film qui avance à 200 à l'heure, ne lâche jamais le pas, cherche constamment à être créatif, cherche aussi à se reposer sur une structure narrative qui par moments est assez simple, mais pour autant ne délaisse jamais l'idée que le spectateur doit quand même se laisser embarquer par l'aventure. Et c'est ça qui fait que ça Je fonctionne. dirais que c'est un film très libre, Oui. et c'est sa plus grosse qualité. Certains vont considérer ça comme un défaut, moi je considère que c'est trop bien en fait. Le film se préoccupe assez peu qu'on le trouve ridicule ou too much. Il a une idée, il y va à donf. Et dans le cinéma français, c'est suffisamment rare pour être signalé. Si tu peux dire que c'est rare. Dans le Bon cinéma Dieu. en général, on a tout le temps cette période de non, ça va être un peu ridicule et tout. Je vais citer une ref qui en plus a un peu de sens dans le film, mais ah. Il y a un moment dans le film, j'ai pensé à Avatar 2. Est-ce que tu sais pourquoi? Vas-y, j'attends. Déjà à cause des éclipses. Et ensuite, là ce que je dis sur le film va à fond et se fout du fait qu'on se dise oh bah c'est un peu ridicule. Je m'étais fait la même réflexion quand dans Avatar 2 ils foutent des baleines qui parlent. Et là, bon, toute proportion gardée, hein. Il y a des moments dans le film où je me suis dit c'est comme James Cameron, il croit tellement à son histoire, il s'en fout qu'on puisse trouver ça ridicule d'un point de vue extérieur. Et moi je trouve ça beau. Ah mais c'est beau, et en plus de ça c'est audacieux, parce que se dire je m'en fous de si on trouve ça ridicule, c'est acceptez-le et vous allez rentrer dans mon histoire ou passer à côté, et alors dans ce cas là je peux rien pour vous. Mais au moins comme tu dis c'est audacieux et ça mérite le respect, parce que certes on va l'évoquer, il y a des petits défauts dans le film, mais comme tu l'as dit, ces défauts deviennent en un sens des petites erreurs qui n'entachent jamais la qualité globale d'un film qui ressort comme étant déjà un sacré trip, une énorme aventure, pleine d'émotions, pas forcément là où on les attendrait, mais pleine d'émotions. Et surtout, encore une fois, visuellement, c'est très impressionnant comme film. Tellement à son histoire. Moi, je trouve ça dur de le laisser sur le côté en mode oh bah dis donc, et de rester un peu cynique. Et moi, ça me fait tellement. Je crois que c'est ça que je cherche actuellement au cinéma actuel. J'ai envie que les mecs ils croient à leur histoire et croient à ce qu'ils racontent, parce que le cynisme culturel, moi j'en ai plein le cul en fait. Notamment dans les gros films, y compris français. C'est toujours de pas côté en mode on va intellectualiser et se dire c'est quand même un peu too much ou un peu ridicule. J'en ai marre. Gilles Lelouch il dit bah moi je crois à ce que je raconte vraiment à 200%. Ça putain ça fait du bien quoi. Amen mon cher. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Donc à la base, comme je l'évoquais, il y a le bouquin de Neville Thompson. Ensuite nous sommes sur une adaptation développée par Audrey Diwan. Encore elle. Je crois que c'est la 3e fois que je la cite. C'est elle qui a... Elle a aidé à l'écriture. Audrey Audrey Diwan, Ahmed Abidi avec qui il avait déjà coécrit Le Grand Bain, et Gilles Lelouch. Et Gilles Lelouch s'est occupé des dialogues. Alors c'est bon à savoir, mais Audrey Diwan quand même, je crois que c'est la 4e fois qu'elle est présente en même pas un mois sur les écrans. Soit en tant que réalisatrice, soit en tant que co-scénariste. Ça m'étonne pas, l'événement ça lui a ouvert des portes. C'est impressionnant à quel point elle file un coup de main à tout le monde.
là, alors, déjà, moi, je vais parler un tout petit peu de la partie adaptation, comme ça, on évince ça de côté, et puis ensuite, on se braque vraiment sur les trucs qui nous intéressent, parce qu'en termes d'adaptation, autant vous le dire tout de suite, pour avoir lu le livre, c'est très différent, mais genre vraiment différent. On garde la base, on garde le squelette, en fait, de la narration, mais tout ce qui entoure les personnages est complètement changé. Faut vous dire que dans le bouquin, les deux trajectoires de Jackie et de Clotaire slash Joneser dans le bouquin sont vraiment différentes. Ils n'ont pas du tout le même style de vie, ils n'ont pas du tout la même approche de l'amour, ils n'ont pas du tout le même rapport même entretenu entre les deux. Et il y a même des trucs dans le bouquin, je pense que Gilles Lelouch a choisi de ne pas les mettre en scène parce qu'il se serait dit au cinéma, on n'arrivera jamais à accepter ça et je pourrais jamais montrer ça à un grand public. Il y a un rapport au sexe dans le bouquin qui est par moment un poil limite. Et je pense qu'au cinéma, si tu veux montrer ça, tu te tapes une interdiction au moins de 12, voire tu frôles le moins de 16, tellement c'est un peu borderline. Donc ça, il a fallu le mettre de côté. Mais en tant que tel, il a gardé les personnages, leur avancée dramatique, quelques choix de jeu au niveau de la narration, et surtout, il a gardé en fait les gros éléments, entre guillemets, importants de l'évolution des personnages. C'est-à-dire la rencontre amoureuse, le passage en prison, la bascule de Clotaire, et les retrouvailles entre les deux personnages. Ce qui pour moi est très bien. Ça mis de côté. Le film en tant que tel, le scénario est vraiment bon parce qu'il choisit de ne jamais aller là où on l'attendrait facilement en fait. Et ça c'est ce que j'ai le plus apprécié en fait dans la structure dramatique globale du film. Je sais pas ce que tu en as pensé toi de ton côté. Je suis assez d'accord. J'ai envie de rester vague mais c'est chiant. Je m'attendais à une certaine tonalité au film, que le film a pris complètement à contre-pied dans sa deuxième partie. Et c'est très bien. C'est très bien vu. Il choisit de donner une certaine fin à son film, qui est appréciable, et tu te dis pas, putain c'est hors sujet. Tu te dis, ah ouais, en fait, je crois que j'avais envie de cette fin-là. Sans vraiment y croire, mais j'avais envie que le film se termine comme ça en fait. Et moi un truc que j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé les persos très bien écrits. Tu comprends toujours d'où viennent leurs décisions. Et je trouve ça d'autant plus d'autant plus que c'est un petit exploit que perso c'est typiquement le genre de perso avec qui j'ai du mal. C'est ce que tu me disais, ouais. Clotaire c'est vraiment le genre de personnage, s'il n'est pas parfaitement écrit, moi je le trouve détestable très vite. Et au final j'étais impliqué, même ces trucs où tu te dis non là il déconne, tu comprends d'où ça vient, tu t'attaches un peu à lui, tu as un peu d'empathie pour lui-même quand il fait les pires trucs parce que tu comprends d'où ça vient, tu comprends tout ce rapport à l'autodéterminisme qu'il y a dans le film, il se convainc lui-même que ça vaut pas le coup de croire en des choses ou d'avoir un avenir, et que du coup il se lance dans des trucs en se disant bah de toute façon il y a que ça à faire. Et ça tu peux le comprendre, même si on n'a pas le parcours de vie de Clotaire. Exactement, heureusement pour nous. Heureusement pour nous, et voilà. Force à tous les Clotaires qui nous regardent, hein, bien sûr. Ouais, je trouve que les personnages sont très réussis, que pareil, la Jackie elle est très attachante. Je dirais que c'est un peu... Ça me gêne pas, parce qu'encore une fois, il y a ce côté très sincère, mais il y a un côté un peu vieillot dans l'écriture des personnages féminins, je trouve. Et encore, personnellement, moi je t'avoue que je trouve qu'il s'est calmé parce que j'avais eu tellement de retours comme quoi le film parlait d'amour toxique, de romance qui fait dater, de ce côté vraiment un peu old school qui fait qu'aujourd'hui ça marche plus. Alors déjà, je vous place ça tout de suite, dans le bouquin on est un peu sur cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette sensation que le bouquin fait dater, et en même temps je trouve qu'il y a une grande modernité parce que le personnage de Jackie dans le bouquin est beaucoup plus indépendante qu'elle ne l'est dans le film, ce qui est une exploration très différente parce qu'ici on sent que l'objectif c'est de montrer à la fois que Jackie elle suit un peu une espèce de fatalité qui l'empêche finalement de pleinement assumer ce qu'elle a envie de ressentir à la fois pour Clotaire mais aussi pour ses proches, et Clotaire, lui, de son côté, est très édulcoré par rapport au bouquin. Ce qui, je trouve, est un vrai paradoxe, mais c'est très intelligemment fait. Ça lui permet d'avoir une espèce de terrain un peu neutre, sur lequel jouer avec ses personnages. Et en même temps, de ne pas se mettre un petit peu à dos certaines communautés qui auraient pu trouver vraiment le rapport entre les personnages très compliqué. À côté, il détourne un petit peu... il détourne un peu ce qu'on pourrait attendre du film, parce que dans ce qui se passe avec la deuxième relation de Jackie, il y a un côté péter un certain modèle de couple, c'est ça, qui est vraiment appréciable. Et en fait, genre, il y a ce côté, le film fait un peu dater,
mais pas daté, gênant, ou... je sais qu'il y avait eu des retours comme quoi le Grand Bain était un... Il y avait des gens qui avaient trouvé que le Grand Bain était un peu misogyne. Je suis pas à même de me prononcer là-dessus. Moi non plus. Et j'avais un peu peur de ça sur Amour Ouf, et au final je trouve qu'il est sur une espèce de corde raide où ça passe, même si on est sur un... C'est une histoire d'amour, de base les histoires d'amour ça fait un peu daté. Oui, c'est ça. C'est compliqué de faire une histoire d'amour en 2024 qui ne sonne pas comme datée, ou alors il faut utiliser des archétypes ou une construction de personnage qui est encore un peu balbutiante, on va pas se mentir. Et je trouve qu'il arrive à marcher sur une corde raide où il garde le côté un peu mignon et naïf d'antan tout en apportant une certaine dose de modernité, que ce soit dans la mise en scène ou dans sa construction de personnage. Et ça marche. Je crois que c'est le plus gros paradoxe du film. Il y a plein de trucs où sur le papier tu te dis « Ah bah non, ça va pas passer ». Ça marche. Et ça se tient. Et en tant que spectateur, t'as pas forcément envie de te dire « J'ai envie de remettre ça en cause ». Tu te dis « Non, non, c'est bien ». Et ça fonctionne. Et ça fonctionne notamment parce que pour moi, là tu as parlé surtout de Clotaire et de Jackie, et pour moi il y a une vraie galerie de personnages qui est parfaitement structurée, que ce soit les parents de le père de Jackie, que ce soit les parents de Clotaire, que ce soit les potes de l'un ou de l'autre. Il y a eu une envie de vouloir multiplier les points de vue en fait, parce que pour vous donner un ordre d'idée, dans le bouquin, encore une fois, on est vraiment du point de vue de Jackie, du point de vue de Clotaire, point barre. Démerdez-vous avec ça, ils ont quasiment pas de potes, ils ont pas de vie à côté, débrouillez-vous. Là c'est intéressant parce que vu qu'il y a une multiplicité de points de vue et qu'il y a une multiplicité de regards, l'émotion, comme je l'évoquais au début, elle ne vient pas forcément des endroits où on pourrait l'attendre. Et on sent que le louche a envie de s'attarder beaucoup plus sur les relations entre enfants et parents, sur certains petits aspects de la vie qui vont sembler anecdotiques, mais qui, remis en perspective dans le récit, vont avoir quelque chose de beaucoup plus sensible et de beaucoup plus à fleur de peau. Il y a le rapport aussi avec son frère. Le frère de Clotaire, qui n'est alors mais pas du tout présent dans le bouquin, que j'ai trouvé très très beau. Le relationnel avec Kiki apporte vraiment quelque chose de sensible et en plus permet de... En plus, sans en faire trop, parce qu'ils sont dans une relation de frères, ils passent leur temps à s'envoyer des fions. C'est ça. Mais ça sonne jamais comme gros. Ouais, en fait tu sens la sincérité dans le sens où il va pas faire une grande scène du discours en mode tu sais Kiki, t'as toujours été là pour moi. C'est juste des petits gestes en arrière-plan où tu comprends leur relation et t'as pas besoin de plus. C'est ce que j'allais dire, c'est de la crédibilité en fait que ça amène. Ça permet d'accrocher le personnage non seulement au récit mais surtout à nous spectateurs, parce qu'on n'est pas en train de se dire c'est un archétype ou une caricature de personnage qu'on a déjà eu l'occasion de voir par le passé. C'est juste un personnage qui est accroché dans son lieu, qui est accroché dans cette famille, et le fait de l'avoir raccroché voilà, à tous ces protagonistes qui l'entourent, ça permet, mine de rien, au spectateur de se dire je m'identifie à Clotaire. Alors que franchement, encore une fois, tu l'as dit au début, mais c'est très compliqué sur le papier de s'identifier à Clotaire. C'est comme demander à quelqu'un de dire t'as vu Tony Montana? Tony Montana est quand même vachement sympa, hein, c'est vraiment un personnage, t'as envie d'être son pote quoi. Pas tant. Ça marche aussi parce que typiquement ce genre d'histoire d'amour, bon le voyou et la fille bien, t'es en mode putain... où le mec c'est un sale con mais elle l'aime, vous comprenez. Et en fait là il équilibre ça parce qu'il fait des trucs qui sont vraiment mignons. Je pense le truc dans le réfectoire, la première partie du film, c'est choupi. Tu vois, franchement, dans le genre créer de l'attache avec un personnage, je crois qu'à ce moment-là, moi j'étais conquis, j'étais en train de me dire oui, c'est un mec qui braque des camions, mais pour ça, oui. En fait, ouais, c'est ça, il y a un truc genre, notamment toute la première partie du film, oui, c'est un zoneur, il fout un peu la merde et tout, mais c'est jamais méchant. Et du coup, toute la première partie du film, tu t'attaches grâce à ça en te disant bon, ok, il fait le con, mais c'est pas grave, c'est pas méchant. Même un choix aussi très simple, mais qui je trouve est très radical et démontre une envie très différente entre ce que font les trois scénaristes et Neville Thompson, c'est comment se termine le braquage qui va amener à la bascule de récit. Je sais pas comment c'est dans le bouquin, mais genre, juste cette toute petite décision de personnage là. Dans le bouquin, disons qu'il réprimande les personnes qui font ça, mais lui n'est pas si choqué que ça en fait. Alors que dans le film, il y a un choix qui est fait, qui est vraiment pour l'humaniser, qui est vraiment fait de telle sorte à ce que ça soit créons de la sensibilité pour ce héros et ne restons pas dans cette distance avec la plupart des gangsters qui ferait que potentiellement en tant que spectateur on va se dire c'est un con. Là on n'a pas envie, là on a envie d'être touché, d'être sensibilisé par son aventure et surtout de faire en sorte que cette bascule elle fasse que la deuxième partie qui va démarrer juste après, elle a encore plus d'impact sur pareil, le truc avec les 457 mots, c'est adorable en fait, c'est hyper beau et hyper triste, enfin ça marche trop bien. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que leur relation marche, et il y a aussi plein de petits trucs genre qui vont donner de la texture aux personnages secondaires, ce qui je trouve est un truc typique d'acteur devenu réalisateur, de prêter autant d'attention à tout son cast. C'est ça, et de faire en sorte que personne ne soit déséquilibré, même l'acteur qui va juste avoir une scène qui doit être impactante, c'est pas du déséquilibre. De donner un peu de temps à tous ces acteurs, et de leur faire confiance aussi pour, des fois, il leur ajoute pas des répliques, il leur dit juste, vas-y, joue cette scène, et il va juste laisser traîner le plan pour que
avec juste un geste de l'acteur, on comprenne totalement le personnage. C'est typiquement l'équilibre que beaucoup de scénaristes n'arrivent pas à trouver lorsqu'ils font des films chorales. Or là, on n'est pas non plus sur un film choral, mais on a cet équilibre de se dire, on a deux personnages principaux, mais le cast secondaire et les acteurs et les personnages qui les entourent doivent tellement avoir de l'importance parce que sinon le récit va être moins impactant, qu'il faut trouver cet équilibre pour faire en sorte que cette galerie, elle entoure les protagonistes, mais qu'à aucun moment on ait la sensation qu'il y en ait un qui avance un petit peu plus du cercle ou ressort trop pour déséquilibrer tout ça. En termes de mise en scène, alors, comme je te l'ai évoqué un petit peu, ça me surprend de voir un acteur devenir réalisateur et ne pas s'enfermer dans une caricature du film français. Ah bah putain, ouais. Et ça fait du bien. Parce que Dieu sait que je peux vous les citer, mais il y a je ne sais combien d'acteurs qui deviennent réalisateurs, mais qui parfois font des trucs surprenants, mais parfois aussi s'embourbent dans une espèce de caricature de cinéma français qui a le nombril complètement braqué sur l'idée qu'on est le centre du monde, et donc qu'à l'extérieur, ils n'ont jamais rien fait de mieux que nous, que du coup ça fait du bien de voir un cinéaste débarquer, qui plus est un acteur, et se dire, bah déjà dans ma manière de gérer mon casting, qu'on évoquera ensuite, je vais me la jouer un petit peu Scorsese, je vais faire en sorte que tout le monde ait un bon équilibre, ou Tarantino, et de voir que dans la mise en scène pure, il y a des vrais plans qui sont à la fois référencés, mais qui se créent leur propre identité. Il y a trop d'idées, c'est fou. Genre, et beaucoup de citations, mais il y a plein de plans. Quand c'est arrivé, j'ai fait putain, c'est bien trouvé comme pour montrer le truc. Bah déjà, en plus, le film démarre d'une façon qui te plaît, mais vraiment, la manière avec laquelle démarre le film, et je connais pas beaucoup de films français qui se permettent le luxe de détourner, justement, ça. Le dernier que j'ai vu, c'est un film qui va sortir prochainement, mais c'est Mal d'Aurore. Hein. C'est le seul que j'ai vu, et encore, techniquement, il n'est pas français. Ouais, il est belge. Ouais. Mais ouais, il y a des idées tout le temps. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il recule devant aucun effet. Il n'y a aucun moment où il se dit « Non, cet effet-là, c'est un peu trop haut. Non, là, c'est peut-être un peu trop... » Rien à foutre. Il y va. Quitte à ce que ça soit kitsch, parmi Quitte à ce que ce soit kitsch. Lorsque je t'évoquais ce que j'appelle les superpositions de calque. C'est-à-dire vous avez un plan, un autre plan qui est légèrement transparent par-dessus, plus un autre. C'est kitschouille. C'est kitschouille, on va pas se mentir, et ça fait un peu daté. On a l'impression de voir un film des années 70-80 qui, genre, vient de découvrir qu'on pouvait superposer 3 pellicules et faire en sorte que ça ait un effet. Ouais, mais de manière générale, le film a une vibe très 70-80. Il y a des plans qui ont l'air sortis d'un film des années 70 ou 80. Je pense à un plan tout bête au milieu du film où t'as juste Clotaire et ses deux potes qui marchent genre dans un terrain vague. Et en fait, genre, tu les vois arriver au loin et t'as une espèce d'herbe au premier plan et t'as la ondulation de la chaleur. Il y a un côté où t'as limite l'impression qu'il y a le grain de la pellicule, quoi. Il y a même des moments, moi j'étais en train de me dire, il y a des plans, on dirait des plans de Top Gun. Sans déconner, il y avait des plans sur la plage où t'avais deux personnages et t'as le coucher du soleil derrière, j'étais en train de faire, putain, c'est le plan de la plage de Top Gun, ça, non? Ouais, de ouf. Et t'as plein de trucs comme ça où tu te dis, la vache, ça ressemble à machin, ça ressemble à machin, mais il se crée une identité quand même propre. Et même sur des trucs un peu... des plans qu'on a vus 1000 fois, il arrive à trouver un petit twist. Genre, un truc tout bête, quand Clotaire arrive en prison... Bon bah pour montrer l'enfermement d'un personnage, tu le filmes à travers la lucarne de la porte ou alors tu le filmes à travers les barreaux. Et là... Il a trouvé un truc. Ouais, je vois ce il a trouvé une lucarne particulière pour faire un effet particulier où t'es en mode... Ok, c'est un plan classique, mais le cadrage est bien trouvé. Et en plus, c'est millimétré. Je veux dire, le plan, il est au millimètre, quoi. T'as l'impression que le gars, il a fait un truc, il a mis un cran exprès pour que ça arrive pile poil comme ça. Je suis sûr et certain que l'acteur est dans une position de merde il doit être... pour que le plan passe. Il doit être, tu sais, à moitié accroupi comme ça. Mais ça fonctionne super bien. Et moi, il y a un plan, de toute façon, où je me suis dit, la vache, le film est non seulement créatif, mais en plus, à digérer ses références. C'est le plan qui clôture quasiment la fin du premier acte. C'est un plan où, en gros, on va avoir des panneaux très rapides qui vont switcher entre des personnages et des légers mouvements de recul de caméra. Et je me suis dit, putain, c'est du Scorsese, mais j'ai jamais vu ça dans Scorsese. Et c'est là que je me suis dit, ah, c'est que c'est bien. C'est que là, on est sur un cinéaste qui n'a pas uniquement des références, mais qui les a digérées et s'est dit, comment je peux faire en sorte que dans mon film, on se dise que c'est un plan qui fait référence à machin, mais que pour autant, on se dise pas, c'est exactement le même plan que dans tel film. C'est-à-dire que forcément, on se dit, c'est comme dans Les Affranchis, mais je me suis repassé des extraits des Affranchis il n'y a pas longtemps. Je pas vu des plans quasi identiques comme ça dans le film. Mais alors en plus, là où il fait le lien, il raconte beaucoup de choses visuellement sans avoir besoin d'insister dessus. Et ça pareil, ça fait plaisir quoi. Genre il dialogue pas tout ce qu'il a raconté. Un truc tout bête, après l'ellipse, le fait que les chambres des personnages soient comme elles sont, ça dit énormément sur ce qui s'est passé dans l'ellipse et il insiste pas dessus. Ouais. Et je montre ça, il fait du cinéma, raconté avec de l'image.
Ça sert à rien de faire 10 000 dialogues si tu peux juste te contenter de montrer un personnage assis sur le bord de son lit avec la même chambre que quand elle avait 16 ou 17 ans. Et c'est parfait. Ouais. Et ouais, non, vraiment. Et il y a beaucoup de références que je m'attendais pas à trouver dans un film français. Oui, c'est ce que tu m'évoquais. Notamment, il y a un vrai... Notamment la deuxième partie, il y a beaucoup de citations à des hood movies, donc qui sont des films de gangsters slash d'action du début des années 2000, fin 90, début 2000, où ça se passait dans les ghettos, c'était souvent des films avec des personnages afro-américains. Pensez Straight Outta Compton, ou Boys in the Hood, voilà, qui sont Boys in the Hood qui est un peu le film qui lance ce mouvement-là. Ouais, ou alors c'est le plus grand, enfin c'est le fédérateur, c'est celui qui a vraiment fait connaître ça auprès du grand public. Notamment, il y a pas mal de rappeurs qui ont commencé en tant qu'acteurs dans ces films-là. Tout à fait. Et des acteurs aussi comiques qui ont débuté au cinéma par des films comme ça. Et du coup, c'est un sous-genre qui est assez peu cité parce que c'est très niche et c'est pas considéré comme du grand cinéma. Bah Gilles Lelouch le cite. Exactement. Et il le cite bien. Gilles Lelouch. Gilles fucking Lelouch. Mais ouais, non, mais ça montre encore une fois qu'on n'est pas sur un énième acteur qui a voulu devenir réalisateur. On est sur un acteur qui s'est dit j'ai des idées, j'ai envie de proposer quelque chose de neuf. Et je le ressentais déjà dans Le Grand Bain. Moi, je l'avais dit à l'époque, je trouvais vraiment qu'il y avait cette sensation qu'on n'était pas juste sur un énième acteur qui devient réalisateur. On le sentait pas forcément sur Narco, parce que Narco c'était une co-réalisation, donc entre guillemets je pense qu'il y avait le côté il y avait l'envie de faire quelque chose de différent, mais c'était peut-être un petit peu limité. Même si Narco restait quand même relativement étonnamment foutraque pour une comédie française. Tout à fait. Mais on le ressentait beaucoup plus déjà. Bon, il y avait un petit peu Les Infidèles, même si c'était un film à sketch, mais on voyais qu'il y avait l'envie de la part de Gilles Lelouch de proposer quelque chose d'un petit peu différent, même si son segment de mémoire, j'ai souvenir que... Je ne sais plus quel c'est. J'ai un doute, mais je sais plus. Mais honnêtement, je crois que c'est un des segments où je m'étais dit, bah... sans qu'il était un peu enfermé par son sujet, quoi. Un petit mot, contrairement à Yann Kounen qui par contre avait livré un segment dans Les Infidèles qui était tellement foutraque qu'il avait même pas eu le droit à la sortie. Oui, il s'était fait dégager. Complètement. Mais en tout cas, voilà, dès Le Grand Bain, on voyait que c'était un cinéaste qui avait envie de se référencer à un cinéma justement très britannique, à The Full Monty, ou à même des références, voilà, de films de potes de ce genre-là. Et là, on sent qu'il a envie d'aller encore plus loin et de citer vraiment des cinéastes qui le passionnent. Enfin, on l'a pas trop parlé dans la partie scénario, mais dans le travail des dialogues et dans l'exposition des personnages, et même ça se ressent visuellement, ça fait très tarantinesque par moment. L'arrivée de la brosse à l'écran. Ça fait très Ken Loach aussi. Ouais, ça fait très Ken Loach aussi dans la manière d'amener du social, dans la manière de construire justement le contexte dans lequel sont les personnages avant de placer ensuite les protagonistes. C'est des idées qui sont voilà, très intéressantes. C'est pas pour autant un patchwork ou un pot pourri, c'est vraiment un cinéaste qui prend des refs et qui se dit comment je peux les utiliser correctement dans mon film pour qu'on n'ait pas juste la sensation que je sois constamment en train de faire j'ai des références. Et on aurait pu en parler en scénario, mais ça recoupe aussi la mise en scène. Le côté social du film, il passe beaucoup par des petites scènes comme ça où le film va pas insister dessus, ou genre moi j'avais peur en rentrant à la salle que ce soit très misérabiliste, très peinture sociale en mode regarder les très français, tu vas dire. Très français malheureusement. Et en fait toute la partie sociale du film est vachement second plan, ce serait peut-être un peu abusé, mais c'est par petites touches. Elle est là sans avoir besoin de prendre le pas sur l'histoire. Et surtout, il ressent pas le besoin d'en faire des caisses. Un truc tout bête, le père du personnage de François Civil, donc Clotaire, est docker. Et donc, juste par la présence du personnage, par la présence de quelques scènes où on comprend leur quotidien... Et qui en plus font le lien avec toute l'histoire de Clotaire. Ouais. On a un truc sur la condition ouvrière en France, discrètement, mais c'est là, et ça fait partie du background. Et bah du coup, ça le traite mieux qu'un film qui voudrait absolument aller dans les usines et qui se retrouverait à faire un truc hyper misérabiliste en mode regardez les pauvres, c'est terrible ce qui leur arrive, et on serait moins dedans en fait. Ah bah c'est clair qu'on serait pas dedans, hein. Ça serait pas pareil. Hein. Et je trouve que pour un film qui se veut quand même relativement grand public, c'est intéressant d'aller chercher cette manière-là d'aborder la chose. Complètement. Complètement, et puis encore une fois, tu fais bien de dire que c'est un film qui se veut grand public, parce que dans la radicalité du geste, on se posait la question de si on pouvait le qualifier de film de genre. Et vraiment, je pense qu'on peut dire que c'est un film de genre, parce qu'à partir du moment où tu choisis de convoquer le cinéma de mafia, en même temps que le drame social, un petit peu de, je dirais pas de comédie, mais de décalage burlesque avec certains personnages, en même temps tu veux jouer le côté, voilà, avec plein de références de cinéma et des trucs comme ça, finalement il coche plein de cases de films de genre, ce qui est presque étonnant, parce qu'honnêtement j'aurais été le dernier à dire ouais, Gilles Lelouch va faire un film de genre, hein
Comment ça? Pardon. Un film d'horreur? Un film de monstre? Mais on sait pas, peut-être son troisième c'est un film d'horreur, j'en sais Peut-être il rien. va péter un câble. Le troisième, il va faire, vas-y, l'amour ouf, c'était bien, maintenant on va faire encore plus La radical. peur ouf. La peur ouf. Euh, J'espère pas. Oh, pitié, si. Et il y a un truc... vous connaissez le délire de Durandal avec les demi-bonnettes, s'il y a une demi-bonnette, ça peut pas être un mauvais film. Moi j'ai ça si les logos de production sont adaptés visuellement au film. Et c'est le cas, c'est donc forcément un bon film d'un point de vue mise en scène. Et pour faire plaisir à Durandal, il Il y y a a des des demi-bonnettes plans en demi-bonnette. Je crois même qu'il y a des plans qui sont encore plus travaillés que des plans en demi-bonnette, c'est-à-dire que je crois qu'il a fait une superposition de calque où il y a un personnage au premier plan sur fond vert avec un autre personnage en arrière-plan qui est net. Donc du coup, il y a une superposition de plans. Je crois qu'il a vraiment dit pète un câble, ça sert à rien la demi-bonnette, c'est pour les PD, vas-y, faisons un truc vraiment de ouf là où les deux personnages sont nets mais où on a l'impression que tout est net dans le plan. Je sais pas, mais il a peut-être pété un Son câble. directeur photo a dû péter un câble. Ah aussi. bah Laurent Tanguy, il a dû s'éclater, mais pour le coup, il s'est très bien entouré parce que le choix de Laurent Tanguy, ça ne fait que confirmer le fait que non seulement c'est un très bon directeur de la photo au sein du cinéma français, mais qu'en plus de ça, il y a une vraie alchimie entre les deux qui crée un film, mais qui visuellement est impressionnant. Casting, mon cher, on va avoir du boulot. Il y a du monde. Il y a du monde. Bon déjà, il faut tout de suite citer Malik Frika ainsi que Mallory Vanek, qui jouent donc les Clotaire et les Jackie jeunes. Alors c'est quelle qui fait Jackie Jeune? Jackie jeune, c'est Mallory Vanek. Je les trouvais pas très bonnes. Ah, C'est la seule où... Alors, j'ai fini par m'y faire, et je pense que ça vient aussi de... J'en ai pas parlé dans l'écriture, pour moi le plus gros défaut du film, c'est que les dialogues sont par moments vraiment très maladroits. Il y a plein de moments Ils où... sont beaucoup basés sur des punchlines. Moi j'avoue que personnellement j'aime beaucoup les dialogues qui sont basés sur les Alors, punchlines, donc ouais, je suis pas très mais il y a objectif. plusieurs moments où vraiment... Je sais pas si c'était la delivery, si c'était la ligne ou quoi, mais... Vraiment, ça faisait pas naturel du tout, et Ok. ça marchait pas. Alors, je suis pas surattaché au dialogue naturel, mais vu le ton du film, il y a des moments où je suis en mode... Non, personne parle comme ça. et notamment, Mallory Vanek. Mallory Vanek, j'ai fini par m'y faire, et notamment dans la deuxième partie de la première partie. Ok, Comme ça. oui, je vois ce que tu veux dire. C'est beaucoup mieux, mais genre au début, j'étais en mode... Ouais, elle est pas bonne. Elle a un phrasé très particulier. La première rencontre avec C'est- Clotaire, je trouve qu'elle joue... C'est la troisième fois que je la vois dans un film. Mhm. Je me demande si elle a pas tourné ce film bien avant d'avoir tourné les deux suivants, C'est qui possible. sont Pas de vague avec François Civil et un Mhm. autre film avec Ahmed Silla. Elle est bien, elle est vraiment bien. Je trouve que honnêtement, elle aurait pu être beaucoup plus caricaturale, elle aurait pu beaucoup plus jouer le côté Adèle Exarchopoulos de La vie d'Adèle, où vraiment elle aurait pu faire je parle comme dans la cité, j'en fais des caisses. Je trouve qu'elle se sent bien, mais à côté en fait de Malik Frika, elle fait presque tâche parce que Malik Frika lui est vraiment hallucinant. Et ahurissant. Il est dingue, il est possédé par le personnage, c'est une vraie révélation, cet acteur-là, sachant que si je dis pas de bêtises, c'est son premier rôle. Donc c'est une vraie révélation, il est hallucinant du début à la fin du film. Dans les seconds rôles, alors je sais pas par quel ordre reprendre, donc on va tous les citer et ensuite on va faire le récap. Alain Chabat dans le rôle du père de Jackie, Benoît Poulvord dans le rôle de Labrosse, Vincent Lacoste dans le rôle de Jeffrey, Jean-Pascal Zadi dans le rôle de Lionel, Élodie Pouchès dans le rôle de la maman de Clotaire, ainsi que Karim Leclou qui est le père de Clotaire. On a Raphaël Quenard, on a Anthony Bajon, enfin, on regarde dans tous les sens. Clairement, Ouais. on regarde dans tous les sens. Et Ils sont tous vraiment excellents. Ils ont tous au moins une petite scène qui fait C'est que ça. dire l'intro du perso de Poulvord est génial, et ça faisait longtemps, puisqu'il faisait plus tellement ce type de rôle. Moi, l'espace d'un instant, j'ai eu un flash de Starry près de chez vous, parce que j'étais en mode, ça fait combien de temps que j'ai pas vu Benoît Poulvord être flippant? Oui. Parce qu'il est très très fort pour être badant, hein, Benoît Poulvord. Hein. Et honnêtement, en ayant le bouquin de Neville Thompson dans les mains, j'étais en train de lire La Brosse, j'imaginais Poulvord très facilement La Ouais. Brosse. Je me suis même pas posé la question de qui d'autre aurait pu interpréter ce personnage, je me suis dit, Benoît Poulvord est parfait pour ce perso. Vraiment filer des rôles de méchant à Poulvord. Genre, Mais on a vraiment. oublié à quel point il est bon pour être terrifiant, ce Et il mec. fait peur. Il Quand fait- il veut vraiment faire peur, il fait très peur. Mm. Hashtag inexorable, mesdames et messieurs. Ouais, Exorable, il était un peu chiant. Mais Il était flippant aussi. Je sais, tu peux dire ce que tu veux, mais pour moi il était flippant. Non, mais à côté on a quand même Élodie Bouchès qui est vraiment excellente, accompagnée de Karim Leclou qui est juste parfait. Karim Leclou, alors, j'étais un peu déçu parce qu'il n'y a jamais assez de Karim Leclou dans les films. Et il est pas si présent que ça. Je pensais qu'il Non. soit plus présent. Non. Pour le coup, c'est Alain Chabat qui vole le Du coup coup, de la j'étais un peu. parentalité. entre Ah, on voit guillemets. pas beaucoup Karim Leclou, mais il a quelques petites scènes, notamment le truc avec la chaîne IFI. Où au début, je m'attendais à ce que son personnage soit un certain type de personnage. Et finalement, Et chaîne IFI, ça avait parti des petits moments où t'es en mode. Oh, il y a un peu de tendresse en fait. Tout à fait. Et cette scène, la réaction qu'il a, comment Karim Leclou l'a ajouté. C'est trop mignon. Et alors, moi, il y a un truc, c'est. Du coup, au point de bascule du film, Karim Leclou n'a pas de réplique, il y a juste un plan sur lui quand il se passe un truc très précis. avec un geste.
Et c'est... Il a un regard Ouais, non, mais Karim Leclou, de toute façon, qui est hanté complètement. est un acteur adorable, est un être humain génialissime. Donc voilà, filez-lui plus de rôles. Alain Chabat, lui, est pour le Alain coup... Chabat, je vole le film, peut-être pas à ce point-là. Les Vole la scènes où vedette il est, là où il est. vole le film. Et on l'oublie parce qu'il en fait pas tant que ça, mais Alain Chabat est un excellent acteur dramatique et César du meilleur second rôle pour ce rôle-là. Je Pas le loin, trouve, honnêtement, pas loin. je le trouve, mais à chaque fois, avec pas grand chose, avec 2-3 répliques, il est bouleversant. Non, il est très touchant. Notamment, je t'avais dit la scène où Jackie rentre après une certaine soirée. C'est beau. En 2 gestes, il est Il y a hyper tout. émouvant. Il y a Quoi. tout. Il y a tout dans son personnage. Pareil, genre au début du film, comment on l'introduit, comment il va se comporter avec sa fille. Alors, à l'opposé du bouquin, pour être sincère, mais vraiment splendide. Très belle synthèse, justement, des 2 parents de Jackie dans le livre. Il est excellent et il joue très très bien le perso. Et il arrive à être drôle parce que ça reste un Chabat, quoi. C'est Genre, ça. je suis énervé. Attention, je suis énervé. Hein. C'est hyper drôle. T'as raison pour La Fontaine, mais je suis énervé. Et puis, bah, faut parler de François Civil et d'Adèle Exarchopoulos. Je les ai trouvés bien, mais pas forcément si transcendants que ça, en fait. J'ai trouvé que c'était Exarchopoulos qui prenait le plus de trucs, mais parce que je trouve qu'elle a les trucs les plus forts à jouer. C'est ça. François Civil est très bien, mais c'est un type de jeu que je l'ai déjà vu avoir, et j'ai déjà vu d'autres personnes avoir, mais il est très bien, notamment la scène avec les 457 mots, et surtout, je pense que le plus important, ils ont une bonne alchimie ensemble. Oui. Bah, Tout comme les 2 jeunes. en même temps, c'est le film sur lequel ils sont tombés amoureux, donc ça m'aurait pas... Ah, ils sont ensemble? Oui. Oui, bon, bah d'accord. C'est le film sur lequel ils sont tombés amoureux, donc je pense que ça se ressent aussi dans la manière avec laquelle ils jouent. Oui, bon, bah d'accord. C'est plutôt cohérent. Mais d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais les 2 jeunes aussi, j'oublie leur nom, je suis désolé. Pareil, excellente alchimie entre 2, ça marche vraiment bien. Et en fait, c'est eux, ces 2 duos qui se partagent le film à égalité. C'est ça. Parce que le film est vraiment en 2 parties. Ah bah Frika et Vanek, pour le coup, ils ont une alchimie parce que je trouve qu'il y a une vraie sensibilité qui se dégage, il y a une vraie innocence dans leur rapport. Et pour le coup, Civil et Exarchopoulos, en sachant le relief maintenant qu'on a du fait qu'ils sont tombés amoureux littéralement sur le tournage, tu te dis qu'il y a un petit truc qui se fait à l'écran et que du coup, tu vois quelque chose germer. En fait, ça c'est très intelligemment fait parce que c'est difficile, je pense, pour des acteurs de tomber amoureux sur un plateau parce qu'il y a un certain contexte qui fait que tu interprètes un personnage, donc tu prends une distance. Et c'est rigolo de se dire qu'ils sont tombés amoureux en interprétant 2 personnages qui sont mais complètement fous l'un de l'autre. Parce que tu dois interpréter des rôles où tu as une exubérance de l'émotion et une intensité qui doit se ressentir, et en même temps tu as quelque chose qui est en train de naître en toi. Et je trouve ça très beau finalement. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est leur meilleure performance ou que c'est leur plus belle prestation, mais comme tu dis, je trouve que Exarchopoulos, elle a une sensibilité qu'on lui avait pas forcément encore vue au cinéma, dans l'interprétation du personnage de Jackie, et que François Civil de son côté certes fait des redites avec Burnout ou avec d'autres films dans lesquels il a pu interpréter ce type de personnage, mais pour autant reste cool et charismatique. En fait, il y a un truc que j'aime bien, moi, notamment la performance d'Exarchopoulos, c'est que elle a un certain type de jeu, elle est connue pour jouer un certain type de personnage. Et c'est une des premières fois où je vois ça justifié autrement que c'est la meuf qui parle mal, qui est un peu vulgaire, un peu trash, plus que vulgaire. Et là, il y a une espèce de justification scénaristique à ça. Ce qui fait que d'habitude, même si j'aime beaucoup Exarchopoulos, quand je la vois arriver dans un film, je suis en mode bon bah elle va faire Exarchopoulos quoi. Là, j'étais juste en mode non, c'est Jackie qui est comme ça parce qu'il lui est arrivé un certain truc, c'est normal qu'elle se comporte comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça. Du coup, ils sont très bien castés. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'on les remarque pas tant que ça, parce qu'en fait, ils ont été castés parce qu'ils savent très bien jouer ce type de personnage. Et que ça semble être presque une évidence, même par moment qu'ils interprètent ces personnages-là, clairement. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de l'amour ouf? Bah que Gilles Lelouch est complètement fou. Non, que ça fait du bien des films aussi sincères, quitte à se casser la gueule, par moment, sur des petites répliques, sur des petites scènes, etc. Que je comprends, et je comprendrais des gens qui restent totalement extérieurs au film, parce que c'est une proposition, c'est sa plus grande qualité, c'est une proposition, on adhère pas. N'empêche que le film, et lui-même, n'est pas une espèce de truc fadasse, et que, ouais, peut-être que le film arrive au bon moment, mais moi je veux plus de films comme ça en fait, qui sont totalement sincères, qui sont faits vraiment avec le cœur et les tripes jusqu'au bout, qui assument leur délire, quitte à ce qu'on dise bon c'est un peu kitschouille et tout et qu'on n'a rien à foutre, et surtout dans le cinéma français. Et ouais, définitivement Gilles Lelouch il prend pas du tout la carrière que je pensais le voir prendre, mais bah c'est une excellente surprise et je suis content de m'être trompé.
Et ben moi je suis très content de voir qu'un cinéaste qui aime autant un bouquin soit capable de le déchirer en deux et se dire tant pis, ça va pas être une adaptation fidèle mais je vais en faire un truc que les gens vont kiffer et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous êtes fan du bouquin d'origine, ne vous étonnez pas de ressortir en vous disant ça n'y ressemble pas du tout. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé le livre, pour autant je trouve le film très différent et très bien pour ce qu'il est. Parce qu'il y a des super personnages, il y a une ambiance de dingue, il y a un cinéaste qui est aux commandes, qui sait exactement dans quelle direction emmener son récit et qui sait exactement dans quelle direction structurer son visuel pour qu'on ne soit pas en train de se dire c'est un patchwork, mais c'est un vrai film d'auteur. C'est un film qui a de l'audace, c'est un film qui a de l'intensité, c'est un film qui se casse la gueule par moments, qui a des maladresses, qui a des facilités, qui a des clichés, mais on a envie de les oublier. Parce que comme tu l'as si bien dit, au sein du cinéma français, il y a peu de cinéastes, et en plus d'acteurs, qui ont l'audace de se dire « prenons des risques, prenez des risques ». Certes, des fois on va se péter la gueule, des fois il y a des cinéastes qui vont complètement se foirer et qui du coup vont pas du tout avoir les commandes pour pouvoir faire des trucs comme ça. J'ai toujours en tête Fred Cavaillé qui malheureusement aujourd'hui fait des comédies un peu nazes, alors qu'à une époque c'était quand même un des maîtres du cinéma d'action français. Mais voilà, Gilles Lellouche au moins a posé son truc, il a dit « regardez, j'ai tenté quelque chose, je veux proposer du cinéma français différent ». Allez-y. Et en plus, je vais faire un mini parallèle, en plus il y a un petit parallèle scénaristique avec Look Back sorti récemment. J'avais dit en sortant Look Back, moi j'étais un peu resté extérieur au film parce que quand je vais voir une adaptation, j'ai pas envie de revoir l'œuvre d'origine refaite, À l'identique. même si c'est très bien. J'ai envie de voir une version qui me dit, où l'artiste me dit, j'ai aimé cette œuvre pour ça. Parce que j'y ai vu ça, parce que j'ai projeté ça, parce que j'ai interprété ce truc d'une certaine manière. Et là, exactement là-dedans. Voilà, là il a fait une interprétation personnelle du bouquin. Je l'ai pas lu, hein, mais de ce que tu me dis, du coup, il a fait une interprétation personnelle. Et du coup, il a fait une nouvelle œuvre qui appartient à lui avec le même squelette. Et pour moi, c'est ce qu'on devrait demander d'une adaptation, à mon humble avis. Et je trouve ça trop bien, quoi. Genre, le gars s'est complètement réapproprié le bouquin, et il a fait un film qui appartient qu'à lui, et c'est tout à son honneur. C'est ça. Donc je pense que vous l'aurez compris, allez voir L'amour ouf de Gilles Lellouche. On est unanime, c'est à voir. Franchement, même si ça vous plaît pas, ça se tente. Tout à fait. Et encore une fois, même si le film fait 2h40, j'étais le premier à être craintif, on se fait pas chier. Complètement. On ne voit pas les 2h40 passer. C'est bon à préciser parce que c'est vrai que ça peut être un peu rebutant vu le nombre de films longs qui sortent dernièrement. Bah, notamment, à un moment, il se passe un truc qui fait que j'ai cru qu'on se dirigeait vers une troisième partie. Et en fait, ça m'aurait pas choqué parce que j'étais en mode, bah c'est vrai que ça fait pas si longtemps. J'ai pas regardé l'heure et j'étais en mode, ça fait pas si longtemps qu'on était là. Franchement, s'il reste 20-30 minutes, pourquoi pas, tu vois. Complètement. Merci mon cher Colin Mais de rien. d'avoir participé à cette vidéo. J'espère qu'on se retrouvera vite, comme d'habitude. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. Des films de ouf. Des films de ouf. À plus. À plus. Il fallait forcément que tu finisses Bien par sûr. ça. Mais oui, on n'avait pas dit assez ouf. T'as commencé au début, moi je me suis dit il va le tenir. Mais j'ai pas réussi à trouver des ouvertures, mais du coup, le film a du cœur. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau.